Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce samedi 13 septembre 2025. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major ont accueilli l'attaché de défense tanzanien. Et en Palestine, l'Assemblée générale adopte massivement une déclaration sur la solution à deux États. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a été reçu hier à Abu Dhabi par le ministre émirati des Affaires étrangères et vice-premier ministre, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ont indiqué les services de l'organisation panafricaine. Les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération entre les États arabes des Émirats arabes unis et l'Afrique dans les secteurs stratégiques, notamment l'énergie verte, les infrastructures, les technologies et le commerce afin de favoriser une croissance durable. La rencontre a également porté sur les efforts conjoints de paix et de médiation, en particulier dans des contextes de crise comme la Somalie, sous l'égide de l'Union africaine. Mahmoud Ali Youssouf a remercié son hôte pour l'invitation officielle et a réaffirmé la volonté de l'organisation panafricaine de bâtir un partenariat durable avec Abu Dhabi fondé sur la confiance et le respect mutuel. Et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont reçu à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma le général de brigade Mohamed Suleiman Mohamed, attaché de défense de la Tanzanie, People's Defense Republic, accrédité auprès de la République de Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et la République unie de Tanzanie. Les discussions ont porté sur les priorités partagées en matière de sécurité maritime, de formation au maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme, ainsi que sur le développement des échanges académiques et professionnels entre les forces armées des deux pays. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont réaffirmé l'engagement de Djibouti à œuvrer aux côtés de la Tanzanie pour une collaboration accrue dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, notamment au sein de l'Union africaine. Le général de brigade de Mohamed Suleiman a pour sa part salué les efforts constants de Djibouti en matière de stabilité. Il a félicité les autorités djiboutiennes pour leur capacité à préserver la paix et la sécurité nationale malgré les tensions et les instabilités qui affectent certains pays voisins. Enfin, cette visite s'est conclue par un échange de présents. Et nous restons dans le pays. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, après sa visite à Korangar, a poursuivi sa mission de suivi des travaux des plateformes Omnisport dans la région d'Obok. La deuxième étape de cette tournée l'a conduit au chantier de Dallayaf, où il a pu constater l'état d'avancement des travaux en cours. Accompagné de son équipe technique et des autorités locales, le secrétaire d'État a salué les efforts fournis, a encouragé les acteurs impliqués à maintenir le cap pour une meilleure qualité des installations. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a tenu à remercier chaleureusement la population pour son accueil. Il a rappelé que ces projets s'inscrivent dans la feuille de route fixée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à réduire les inégalités territoriales et à offrir à la jeunesse rurale un accès équitable au sport. L'objectif est clair, a-t-il indiqué, permettre à chaque jeune, où qu'il se trouve, d'avoir les moyens de développer ses talents et de participer pleinement à la vie sportive nationale. Et suivant pour plus de précisions, le directeur des régions au secrétariat d'État au sport, Omar Hassan Abdillahi. Dans la politique de développement des sports dans le pays arriéré, nous sommes en train de construire des plateformes sportives, qu'il s'agit des terrains de handball, de basket, de terrains polyvalents,
dans la localité de Dalai et la localité de Korangar. On tient à remercier les secrétaires d'État qui nous a confié ce travail ici et surtout la société qui ne ménage pas son effort pour vite entamer ces terrains afin que les jeunes profitent dans les pays dans les régions les plus reculées. Le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil qui se trouve ici avec nous, on vient d'arriver de Korangar. Nous avons aussi constaté que pas mal de plateformes ont été réalisées dans les sous-localités, tout comme Wadi, Adailou, Mouloud. On demande encore à ce que nous, les secrétariats d'État chargés des sports, que nous bénéficions encore des plateformes dans les régions. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc du vaste échiquier mondial, Djibouti se distinguant comme une pièce maîtresse située à l'entrée de la mer Rouge et à proximité immédiate du canal de Suez. La République de Djibouti a su capitaliser sur sa position stratégique pour ériger des infrastructures portuaires de pointe devenues la colonne vertébrale de son économie. Regardez, c'est un document de la rédaction. Lors de son accession à l'indépendance en 1977, la loi numéro 148 AN 80 du 5 octobre 1980 crée le port autonome international de Djibouti. Comme toute institution publique, le PAID est placé sous la tutelle du président de la République de Djibouti. Un terminal à conteneurs a été mis en service en 1985. La guerre civile en Éthiopie et Somalie ont rénové le rôle géostratégique de Djibouti concernant notamment le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. La naissance de l'Érythrée en 1994 priva l'Éthiopie d'accès à la mer. La République de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle qui la place au carrefour de l'Europe, l'Afrique et la péninsule arabique sur la deuxième route maritime la plus utilisée par le commerce international. Sa situation est stratégique dans la Corne de l'Afrique, au point de rencontre de la mer Rouge et du golfe d'Aden, en constitue un point de passage obligé entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Cette position constitue un atout majeur et logiquement une opportunité évidente sur laquelle le pays veut s'appuyer afin de monnayer sa place dans le cadre d'une économie régionale. À terme, l'objectif de tous ces agro-mécalo-gigantismes portières est de faire de Djibouti une plateforme d'échange et de services pour toute la région, et elle adhère à la nouvelle configuration du marché de la sous-région de plus de 400 millions de consommateurs dont la majorité ne dispose pas d'ouverture maritime. C'est ainsi que l'existence des ports en général et de ceux de Djibouti en particulier constitue un instrument indispensable à toute politique économique. Il joue un rôle primordial dans l'économie nationale, modernisation et développement de la ville, dans les échanges commerciaux de notre pays avec le reste du monde, dans la quasi-totalité des importations ou exportations empruntent la voie maritime. Cette évolution se manifeste généralement dans la croissance du commerce extérieur, dont les ports demeurent le principal pulsateur et le centre d'expédition et de réception de marchandises. Au-delà de son économie, Djibouti est particulièrement active pour accroître l'intégration économique régionale, surtout avec l'Éthiopie. Djibouti semble résolument tourné vers son objectif de hub logistique régional. Cet objectif, qui semble répondre à ce vieux rêve de Djibouti de devenir un Singapour sur la mer Rouge, est en phase avec sa politique de développement portuaire. Cela s'est concrétisé par la construction et la modernisation des installations portières ainsi que de liaisons terrestres en faisant de Djibouti un hub maritime et logistique régional afin de traiter une grande partie du flux de l'Afrique de l'Est dont les marchandises sont destinées aux pays est-africains. Outre sa position stratégique et depuis son élection en 1999, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est donné comme objectif de moderniser les infrastructures portières de notre pays. Djibouti a considérablement modernisé les équipements portières, notamment ceux consacrés à la manutention portière,
a permis à ce que de gros porteurs fassent de Djibouti une de leurs escales sur la route maritime. Avec un personnel qualifié capable de relever ces défis, nos infrastructures portières disposent donc aujourd'hui de tous les éléments nécessaires pour accueillir le porte-conteneurs de dernière génération. Djibouti a même réussi à combiner mer, air, terre. La construction du nouveau chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie illustre très bien cette politique. À cela s'ajoutent d'autres projets d'interconnexion entre l'Est et l'Ouest africain, notamment un projet qui devra relier à terme Djibouti à Dakar. La position stratégique de Djibouti n'est pas uniquement favorable pour le transport maritime. Le pays peut également servir d'hub aérien pour les États enclavés de l'Afrique orientale. Un certain nombre d'accords et mémorandums sont engagés avec l'Éthiopie et le Sud-Soudan pour que ce dernier puisse utiliser les installations aéroportières djiboutiennes. Djibouti compte affirmer son statut de port d'entrée du COMESA et profiter à côté du marché éthiopien dont 80% des marchandises est absorbé par le corridor Djibouti-Galafi, parmi elles des produits pétroliers et des aides alimentaires et l'exportation du café éthiopien vers l'Europe. La République de Djibouti a réussi à se trouver au cœur des stratégies du commerce maritime international. Au-delà des questions de la modernisation et développement portier, Djibouti est devenu également un pôle de sûreté et de sécurité maritime essentiel sur l'ensemble de la mer Rouge, du Bab al-Mandeb et du golfe d'Aden. En profitant de son emplacement géographique et de sa stabilité politique dans une région traversée par de multiples conflits, Djibouti a su se mettre au centre des enjeux internationaux. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet Dressen, une initiative conjointe avec l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, il a été organisé un atelier sur les perspectives climatiques pour la saison prochaine, notamment le mois d'octobre à décembre dans la salle du conseil régional de la région de Dikil. Cet événement avait pour objectif de présenter et discuter les prévisions climatiques saisonnières pour les mois d'octobre, novembre et décembre prochains afin de permettre aux acteurs locaux de mieux anticiper et se préparer face aux éventuels risques climatiques. Ces informations ont suscité des échanges interactifs entre les participants qui ont pu poser des questions, exprimer leurs préoccupations et partager leurs expériences locales en matière de gestion des aléas climatiques. Et pour plus de précisions, suivant à présent l'intervention du préfet par intérim de la région de Dikil, Idriss Hussein Abbas. Nous sommes aujourd'hui réunis ici dans le cadre de l'atelier sur les perspectives climatiques pour les saisons à venir, notamment octobre, décembre. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le courant de ce mois-ci et vers la fin du mois précédent, nous avions enregistré pas de fortes précipitations, mais de pluies qui ont causé pas mal de dégâts au niveau de Dikilville et ses périphéries. Mais toutefois, ces pluies ont permis de remplir les retenues d'eau et de fortes crues dans presque toutes les oueds de la région. Toutefois, ces pluies n'ont pas vraiment permis le renouvellement des pâturages. Nous espérons et souhaitons que la saison prochaine soit beaucoup plus importante. Et ici, on va voir avec la météo ces perspectives. Dans ce sens, je vous souhaite bonne continuation et déclare ouvert cet atelier. Et fait divers pour clore l'actualité nationale. Un incendie s'est déclaré hier soir au quartier 7 bis, rue 21 et 22 vers 19h30. Malgré la virulence du feu, les sapeurs-pompiers arrivés rapidement sur place ont pu maîtriser
les flammes. Au total, le feu a détruit 18 maisons. Aucun dégât humain n'est à déplorer. Les policiers du 3e arrondissement, avec à leur tête le capitaine Dylan Mirgan, ont assuré la sécurité des biens et des personnes sinistrées avec le concours des policiers de la compagnie d'intervention. Après d'intenses efforts, les sapeurs-pompiers sont arrivés à maîtriser l'incendie vers 21 h. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine exacte de l'incendie. La protection civile conseille à la population de rester vigilante et de suivre les conseils donnés par les sapeurs-pompiers lors des interventions de lutte contre les incendies. Actualité régionale à présent, le programme alimentaire mondial, le PAM, a réaffirmé son engagement à soutenir les récentes avancées notables de l'Éthiopie en matière d'action climatique et d'initiatives de sécurité alimentaire. L'Éthiopie a fait des progrès considérables en matière d'action climatique grâce à de diverses initiatives, le pays ayant intégré la résilience climatique dans ses plans de développement nationaux et fait progresser l'agriculture intelligente face au climat. L'Éthiopie a planté plus de 48 milliards d'arbres depuis le lancement de l'initiative par le Premier ministre Abiy Ahmed en 2019. Unstoppable Africa, pour une Afrique qui prend les devants. Le responsable du pacte mondial des Nations Unies a déclaré « L'Afrique ne doit pas seulement s'adapter, elle doit prendre les devants ». Sanda Odiambo, sous-secrétaire général du pacte mondial des Nations Unies, a affirmé à la presse le 11 septembre dernier l'événement phare de Global Africa Business Initiative qui se tiendra les 21 et 22 septembre prochains au Marriott Marquis de Times Square à New York. Depuis sa création en 2022, le Gabi a réuni des dirigeants du secteur privé mondial, des PDG, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des philanthropes, des universitaires, des dirigeants des Nations Unies et des chefs de gouvernement à l'occasion de ces différentes réunions. L'événement phare annuel Unstoppable Africa, organisé en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a vu la participation active de 10 chefs d'État et de plus de 8000 participants. Actualité mondiale à présent, dans le cadre de l'opération militaire menée par l'armée israélienne dans les quartiers de Sheikh Radwan et Jabaliya al-Nazla, les frappes israéliennes ont fait 70 morts et des dizaines de blessés dans la bande de Gaza depuis l'aube aujourd'hui, dans 56 rien que dans la ville de Gaza. Les frappes ont visé des habitations, des tours accueillant des déplacés ainsi que des écoles et des tentes surpeuplées de civils. Selon une source palestinienne, l'armée israélienne a mené plus de 18 frappes ciblant des écoles abritant des déplacés, des tentes d'hébergement et des maisons habitées après avoir demandé à certains habitants d'évacuer leur domicile avant leur bombardement. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé à une large majorité la déclaration de New York qui définit des étapes concrètes, irréversibles et assorties de délais précis en vue d'une solution à 2 États entre Israël et les Palestiniens à la veille d'une réunion onusienne de dirigeants mondiaux. Le projet de résolution soutenant la déclaration a obtenu 142 voix favorables, 10 contre, parmi lesquelles les États-Unis, Israël et l'Argentine, et 12 abstentions, dont l'Albanie, l'Éthiopie et l'Équateur. Selon l'agence France Presse, le texte adopté condamne l'attaque du 7 octobre 2023, exclut le mouvement de résistance Hamas et lui demande de déposer les armes. Et enfin, le sommet mondial africain sur l'hydrogène s'est achevé ce week-end après 3 jours de discussions intensives visant à convertir le potentiel énergétique renouvelable de l'Afrique en projet hydrogène bancable. Le sommet qui s'est tenu à Windhoek, la capitale de la Namibie, sous le thème Ambition en action, alimenté à la révolution industrielle verte de l'Afrique, a réuni plus de 1500 participants de 75 pays afin de transformer le potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable en projet concret. L'événement a facilité les contacts directs entre les développeurs de 50 projets africains prêts à être investis et les financiers internationaux, notamment les organisations multilatérales et les fonds souverains. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.